Vous écoutez Aligre FM 93.1. Alors notre premier invité dans Horizon 21 est Thomas Deltombe, éditeur, chercheur indépendant et membre du comité de rédaction d'Afrique 21. Bonjour Thomas. Bonjour à vous, merci de m'accueillir. Alors vous avez écrit et dirigé plusieurs ouvrages sur la France-Afrique, dont L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique aux éditions du Seuil, paru en 2021. Et vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler de votre dernier livre qui est sorti le 22 août aux éditions La Découverte et qui s'intitule L'Afrique d'abord quand François Mitterrand voulait sauver l'Empire français. C'est un livre très dense, passionnant, qui nous fait découvrir des facettes méconnues, voire inconnues, d'un des plus célèbres hommes d'État français. Sur quelques 300 pages, vous décortiquez les discours et les actions de François Mitterrand concernant l'Afrique entre 1950 et 1960. Alors, tout d'abord, pouvez-vous très rapidement nous expliquer pourquoi avoir choisi cette période en particulier ? Juste un mot pour vous remercier de m'accueillir quand même, parce que je suis fan d'Afrique 21 et d'Orient 21. Et je suis content, en fait, je suis content de l'alliance là, que vous faites pour la radio, parce que justement le livre dont on va parler là traite effectivement de plusieurs aires géographiques, en tout cas à la fois du nord du continent africain et de ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne. Et donc ça concorde quand même assez bien avec vos préoccupations à vous. Et justement, donc vous avez cité le titre du livre, L'Afrique d'abord. L'Afrique, ce qu'il faut dire peut-être, c'est que c'est l'Afrique en entier dans l'esprit de François Mitterrand. L'Afrique d'abord, c'est un titre que j'ai choisi parce qu'il n'est pas de moi. Il est de Monsieur Mitterrand lui-même, qui utilise cette expression dans un de ses livres. On va peut-être en reparler. Et quand il parle de l'Afrique, et quand il dit l'Afrique d'abord, c'est toute l'Afrique. En tout cas, toute l'Afrique qu'on appelait française sous la 4e République. Alors du coup, oui, je te posais la question de savoir pourquoi t'être intéressé à cette période très précise, 1950-1960, parce que François Mitterrand, on le connaît très bien en tant qu'ancien président de la République. On connaît même certains pans, en tout cas de son passé vichiste, maintenant, qui sont plutôt connus. Pourquoi cette période 50-60 ? Ouais, on a l'impression de connaître François Mitterrand, en fait. Et moi-même, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, c'est-à-dire dans le cadre de ce livre, L'Empire qui ne veut pas mourir, j'ai commencé à creuser, en réalité, le lien que François Mitterrand avait avec la période coloniale sous la 4e République, parce que je savais déjà, comme pas mal de gens, en fait, qu'il avait été ministre de la France d'Outre-mer en 1950-1951. Je savais qu'il avait dit a posteriori que ça avait été une étape absolument cruciale de sa carrière. Et je savais, comme beaucoup de gens aussi, qu'il avait été ministre de l'Intérieur et ministre de la Justice au début de la guerre d'Algérie et qu'il avait joué un rôle central. Bon, en gros, je partais à peu près de là, à cette époque-là, c'est-à-dire il y a 4-5 ans, et je crois que je partais à peu près de ce que la plupart des gens savent plus ou moins confusément. Donc, comme tout le monde, je me suis documenté, j'ai lu des livres sur le sujet, des biographies de Mitterrand, etc. Et puis j'ai confronté ça avec des archives ou de la presse de l'époque. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une sorte de hiatus entre ce qui est raconté de Mitterrand à cette période et ce qu'on pouvait découvrir dans les archives. Et donc l'idée du livre, en fait, elle vient de là, elle vient de cette volonté d'y voir plus clair en réalité. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Pourquoi Mitterrand s'est investi à ce point sur ces sujets ? Et donc, effectivement, on connaît Mitterrand d'extrême droite, vichiste, même résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale. On connaît assez bien, même s'il manque là encore les archives, le Mitterrand président de la 5e République. On connaît moins bien la période intermédiaire, celle où il a été ministre sous la 4e République et peut-être opposant dans les années 60-70. Donc moi, j'ai vraiment creusé là-dessus et je me suis rendu compte que l'Afrique était, les questions coloniales en général et l'Afrique en particulier, l'Afrique au sens large, était sa préoccupation absolument centrale et en fait obsessionnelle. Alors justement, les questions coloniales, vous montrez, Thomas Deltombe, que François Mitterrand ne commence à s'y intéresser qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il s'intéresse donc à la présence française outre-mer au moment où celle-ci est justement remise en question ou commence à être sérieusement remise en question par les populations de l'Empire, ces populations même qui ont contribué à la victoire des Alliés en 1945. Au lendemain de la libération, il y a des massacres coloniaux qui ont lieu. On connaît ceux du 8 mai 1945 à Sétif, à Guelma, dans le Constantinois algérien. On connaît moins un massacre auquel vous vous êtes intéressé, celui du 29 mai 1945 à Damas. Et vous montrez qu'il va marquer le Mitterrand de l'époque. Ça a été une surprise aussi, parce que j'avais lu des recueils de ces textes qu'il a publié dans les années 70, à l'époque où il était opposant de gauche, etc. Et je me suis rendu compte, en confrontant justement ce qu'il avait publié et les textes de l'époque, qu'il avait fait des coupes
stratégique, disons, pour enlever tout ce qui était compromettant. En fait, il a gardé les textes ou les parties de texte qu'il présentait comme un progressiste, et puis il a enlevé ce qui montrait qu'il ne l'était pas, en fait. Et donc, moi, j'y suis allé un peu par acquis de conscience. Je suis allé à la bibliothèque François Mitterrand, l'a bien nommé, et puis je suis allé voir ce qu'il écrivait dans un journal dont il était un des responsables, puis le responsable, qui s'appelait L'Homme libre, puis Libre. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, là, il avait déjà... C'était ses premiers textes presque théoriques, en fait, sur la question coloniale. Il est vent debout contre les nationalistes libanais et syriens. Pour eux, c'est vraiment... des moins que rien, et surtout, ils sont manipulés par les Britanniques. On reviendra peut-être sur cette question. Et il développe un argumentaire à la fois assez intelligent, assez cynique, ce qui caractérise bien notre personnage, qui est de dire, en fait, effectivement, la colonisation peut être très brutale, peut être très critiquable, mais comme c'est l'intérêt français, il faut la garder. Et en fait, il explique d'entrée de jeu ce qui va être la ligne directrice, à mon avis, de toute sa politique coloniale dans cette période. C'est, il dit, vu qu'il faut maintenir l'Empire, mais qu'on ne peut pas le maintenir tel qu'il est, il va falloir changer la forme de l'Empire. Et bon, pour maintenir les fins, on va changer les moyens. Il le dit explicitement. Et donc oui, c'est effectivement, et une fois qu'il se saisit de ces questions coloniales, on arrive à l'Afrique, notamment, il va assez vite mettre en avant, en fait, dans ses prises de parole politiques, ses positionnements sur les colonies, notamment africaines. C'est le cas dans une archive qu'on vous propose d'écouter. Il s'agit d'une interview donnée à la télévision française le 22 novembre 1965. François Mitterrand est alors candidat de la gauche non communiste à l'élection présidentielle face au général de Gaulle. On l'écoute. J'étais très jeune quand je suis entré au gouvernement, j'avais 30 ans, et je n'ai pas rempli tout de suite des postes importants. Mais je retiens essentiellement de ces longues années d'apprentissage un événement capital, pour moi certainement, et je l'espère pour la France. Ça a été en 1950 et 1951 le règlement pacifique des graves difficultés qui nous opposaient à tous les dirigeants des peuples d'Afrique noire. À l'époque, la plupart de ces dirigeants étaient dans des prisons ou dans des bagnes. Je les en ai sortis. J'ai discuté avec eux. J'ai tenté de bâtir ce que pourrait être l'amitié entre la France et l'Afrique noire. J'ai rencontré beaucoup d'opposition. À l'époque, par exemple, tout ce qui était gaulliste m'accusait de trahir, de vendre l'Afrique noire au communisme international. Vous imaginez vendre l'Afrique au communisme international, alors que mon partenaire, c'était Houphouët-Boigny, le vieux sage de Côte d'Ivoire. Donc, bataille difficile, qui a été reprise par la suite, par divers hommes politiques qui ont rempli un rôle très juste et très utile, comme M. Gaston Defferre. Mais n'allons pas trop vite. Je crois que là, en effet, j'ai pu agir sur la politique française. On vient de l'entendre, il aurait joué dès 1950 un rôle majeur dans les indépendances africaines, qui n'interviennent donc 10 ans plus tard. En fait, Thomas Deltombe, vous démontrez tout le contraire dans votre livre. Quelle est la part de vérité, quelle est la part de mensonge finalement dans ce morceau d'entretien ? Ouais, c'est un entretien qui est assez génial. Je suis content que vous le diffusiez parce que on est un peu au cœur du mensonge mitterrandien. Il dit des choses intéressantes, mais tout est faux. Et vraiment, tout est faux, factuellement faux. Quand il dit... donc, ce qui est vrai, c'est qu'il était ministre de la France d'Outre-mer en 50-51. Jusque-là, quand même, c'est vrai. Mais quand il dit j'ai fait libérer tous les leaders africains qui étaient tous contre nous, enfin, il laisse entendre qu'il y avait un contentieux très fort entre les leaders africains et la France, et que grâce au courage de sa politique, notamment à avoir fait libérer, quel le grand homme des leaders qui a été incarcéré, grâce à ça, il a pu instaurer une politique de dialogue qui aurait abouti, dit-il, par la suite à finalement l'accession sans violence de l'Afrique française à une pleine et entière indépendance. Ça, c'est vraiment du storytelling, comme on dirait aujourd'hui. C'est vraiment la vérité alternative, sachant que, à ma connaissance, il n'y avait aucun leader africain incarcéré. Enfin, il n'y avait pas de futur président, il n'y avait pas de grand leader, disons. Je me reprends juste là parce que je voudrais ajouter quelque chose, en fait. C'est qu'il a raconté cette histoire à plein de reprises. Mais comme il fait toujours, il change quelques petites nuances, il ajoute des petits détails pour donner l'impression que c'est vrai. Dans son livre « Ma part de vérité », publié en 1969, donc 4 ans après cet entretien-là, il ajoute à cette petite mystification-là que 7
des leaders africains qu'il a fait libérer sont devenus présidents de la République par la suite. C'est incroyable, en fait, parce qu'il n'y a aucun futur président de la République africain, qui était incarcéré à l'époque où il était en fonction. Et il n'a fait libérer personne. Donc il dit devant des millions de téléspectateurs un mensonge énorme. Un gros mensonge. Qui a une fonction, dont le but, c'est une fake news, c'est une pure fake news en fait. Et dont l'objectif est, parce qu'évidemment, ce qui compte, c'est les dates là-dedans. On est en novembre 1965, il s'oppose donc au général de Gaulle et il essaie de se faire passer pour un progressiste, pour quelqu'un qui a participé à l'émancipation de l'Afrique, contrairement à, dit-il, les gaullistes, qui eux étaient des colonialistes terribles, etc. Ce qui n'est pas faux. Simplement, lui n'était pas non plus un grand libéral. Donc on va peut-être revenir là-dessus, mais il y a tout. Disons que cette archive illustre vraiment les mensonges mitterrandiens, et c'en est qu'un parmi des dizaines et dizaines. J'aurais pu écrire un livre entier en fait sur les mensonges mitterrandiens, mais je le ferai peut-être d'ailleurs. Mais simplement, il fallait d'abord raconter l'histoire telle qu'on peut la lire dans les archives, telle qu'on peut l'analyser, pour ensuite, et c'est ce que traite la conclusion du livre, pour montrer à quel point il a par la suite maquiller son passé. Mais j'aurais pu écrire 100 pages sur ce sujet. D'ailleurs, il parle du président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, qu'il qualifie de grand sage. Sa proximité n'est pas feinte d'ailleurs, parce qu'elle durera dans le temps. Mais vous racontez, donc Thomas Deltombe, que François Mitterrand a beaucoup exagéré son rôle dans le changement de doctrine d'Houphouët-Boigny, qui deviendra finalement un ardent défenseur de la France-Afrique, ce qu'on appelle. J'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu comment il a exagéré son rôle. Alors là aussi, c'est vrai qu'il a signé un pacte politique avec Félix Houphouët-Boigny. Donc, Félix Houphouët-Boigny, à l'époque, est député de Côte d'Ivoire en France, donc au Palais Bourbon. Il est député d'une circonscription de Côte d'Ivoire. Et François Mitterrand est, lui, élu député de la Nièvre. Donc, en gros, il signe un pacte début 1952, un pacte politique électoral, on va dire. Mais à partir de là, il va broder rétrospectivement l'idée que c'est lui qui a amené Félix Houphouët-Boigny à devenir un partenaire de la France, etc. Et moi, ce que je montre dans le livre, c'est qu'en fait, il inverse subtilement les chronologies pour se donner un rôle central, alors qu'en réalité, quand on regarde tout simplement la presse de l'époque, on va sur Gallica, sur Retro News ou ce genre de sources, on s'aperçoit qu'en réalité, Félix Houphouët-Boigny, qui est donc député de Côte d'Ivoire et par ailleurs président du Rassemblement démocratique africain, qui est la plus grande formation d'Afrique subsaharienne française, quoi. Et ben il s'est détaché tout seul. Il n'a pas eu besoin de Mitterrand pour se détacher de son alliance avec les communistes que le RDA avait signé quelques années plus tôt. Donc en gros, Félix Houphouët-Boigny avait en 1946 fait une alliance tactique avec les communistes. Après 46 et 47, on rentre dans la guerre froide. Félix Houphouët-Boigny se rend compte que non, en fait, les communistes ont été expulsés du gouvernement. C'est plus très intéressant d'être allié à eux. Il faut absolument qu'on trouve d'autres types d'alliances. Félix Houphouët-Boigny voudrait s'allier avec tous les autres députés africains pour faire ce qu'ils appelaient un bloc africain. Ça fonctionne pas et donc il s'allie avec François Mitterrand. François Mitterrand, dans le récit qu'il fera après, il dira quand j'étais au ministère de la France Outre-mer, j'ai courageusement sorti les gens de prison, dialogué avec eux, etc. Et ils sont devenus des gens sympathiques, alors qu'en fait, le mensonge qu'il y a en plus là-dedans, c'est qu'il dit que tous les leaders africains étaient des opposants à la colonisation. Il laisse entendre, mais c'est pas vrai. Félix Houphouët-Boigny n'était pas du tout un opposant à la colonisation. C'était au contraire un partisan d'une colonisation humaine. Parce que beaucoup croient encore que Houphouët-Boigny était évidemment, le père fondateur. A posteriori, comme il a été président d'un pays souverain, indépendant, entre guillemets, en tout cas, tout le monde pense qu'il a toujours été indépendantiste. Alors qu'en fait, il était un agent anti-indépendantiste. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que François Mitterrand fait alliance avec lui. Pas parce que c'est un anti-indépendantiste, mais pas parce que c'est un indépendantiste, mais parce que c'est un anti-indépendantiste. Donc on voit là, il faut rentrer dans les détails, mais on voit là toutes les manipulations narratives de Mitterrand a posteriori quand il va changer de personnage. Vous écoutez Aligre FM 93.1. Dans votre livre, Thomas, vous exhumez nombre de documents, d'archives inédites, dont une étude qui date de 1952 sur les rapports franco-tunisiens, rédigés par un certain François Mitterrand, alors ministre sans portefeuille du gouvernement Edgar Faure. On est donc à la période de la présidence de Vincent Auriol. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditrices et nos auditeurs en quoi, d'abord, cette archive
est importante et comment vous avez réussi à mettre la main dessus. Ça, c'est une chose parce que c'est quand même une archive inédite. Vous expliquez qu'aucun chercheur jusque-là n'avait pu consulter directement. Et puis, qu'est-ce que cette étude faite par François Mitterrand dit de l'évolution de sa vision coloniale, justement? Alors, deux questions sur le document. En fait, je suis allé dans plein d'archives, plein de fonds d'archives différents, aux archives d'outre-mer, à Aix-en-Provence, aux archives de Sciences Po, où il y a les archives du parti politique de François Mitterrand à l'époque, l'UDSR. Je suis allé aux archives nationales, j'ai beaucoup fouillé à la BNF, etc. Donc et effectivement, grâce à une archiviste de Sciences Po, d'ailleurs, j'ai réussi à trouver ce rapport qui est pas un petit rapport, parce que c'est un rapport qui fait plus de 50 pages. Et qui raconte comment François Mitterrand essaie de pousser une réforme finalement des relations franco-tunisiennes. Alors 1952, c'est une date importante. J'ai dit tout à l'heure que François Mitterrand avait signé un pacte début 1952 avec Félix Houphouët-Boigny. Et en fait, quelques semaines plus tard, au même moment, plus ou moins, il rédige ce rapport. Et pour moi, c'est ça que... Je précise juste à nos auditrices et nos auditeurs que le document est accessible, il est en libre accès sur le site d'Orient 21, sur l'article où on publie vos bonnes feuilles. D'accord. Et en fait, 1952, selon moi, mais ça c'est peut-être discutable, c'est le moment de bascule un peu dans l'idéologie coloniale de François Mitterrand. C'est-à-dire qu'avant 1952, disons jusqu'au début des années 50, il est dans un schéma très classique, colonialiste, assez classique. On le voit dans son carnet de bord. Quand il voyage en Afrique de l'Ouest au début de l'année 50, il est vraiment comme un colonialiste du 19e siècle. Son passage au ministère de la France d'Outre-mer fait évoluer effectivement sa mentalité. Et tout à l'heure, dans l'archive qu'on a entendu, il se présentait un peu comme un précurseur. C'est pas faux. Mais un précurseur de quoi? C'est ça qui est intéressant. C'est quelqu'un qui effectivement réfléchit beaucoup et qui veut maintenir ce qu'il appelle la présence française en Afrique, sur le continent africain, mais qui sait qu'il va pas... Le statu quo est impossible. Donc il va falloir, comme on le disait tout à l'heure, changer les formes pour maintenir cette présence française en Afrique. Et c'est ça qu'il théorise sur le cas tunisien, dans ce rapport sur les relations franco-tunisiennes, où il explique qu'il faut absolument faire des réformes de façon à couper l'herbe sous le pied des nationalistes les plus radicaux, des nationalistes tunisiens en l'occurrence les plus radicaux. Ceux qui demandent trop vont gagner si on ne leur donne pas un peu. Si on ne donne pas un peu à ceux qui demandent moins, finalement. Donc, il théorise, en fait, dans ce rapport, l'idée qu'il faut faire des réformes et les faire le plus tôt possible, si possible, donner quasiment le maximum de ce qu'on est prêt à concéder, de sorte que les modérés, comme on les appelait, les nationalistes modérés, accepteront de ces réformes et du coup rentreront dans un chemin de collaboration avec l'administration coloniale, et ça marginalisera ceux qu'on appelle les radicaux qui demandent l'indépendance. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail du rapport, mais il explique ça et il montre en pratique ce qu'il propose de faire. En l'occurrence, ça ressemble beaucoup à une préfiguration de ce que seront les indépendances des pays d'Afrique subsaharienne à partir de 1960. C'est ça qui est assez fou. Avec l'espèce de domaine réservé. Exactement, en fait. Il annexe à ce rapport toute une série de projets d'accords bilatéraux entre le gouvernement tunisien et le gouvernement français sur les domaines stratégiques. Son but, en fait, c'est de dire on peut laisser aux Tunisiens les questions... Tunisie qui est sous protectorat. Voilà, qui est sous protectorat. On peut laisser aux dirigeants tunisiens les affaires secondaires, une sorte d'autonomie interne. Ils gèrent leurs petites affaires entre eux. Bon, finalement, nous, Français, on s'en fout un peu, tant qu'on garde ce qui est le plus important, la monnaie, la défense et tous les domaines de souveraineté, comme on pourrait dire. Donc c'est vraiment ça son objectif dans ce rapport. Et c'est quelque chose qu'il va développer ensuite dans la presse, à l'Assemblée nationale et dans un livre qu'il va publier en 1953 qui s'appelle « Aux frontières de l'Union française ». Tunisie-Indochine, c'est le sous-titre, Tunisie-Indochine. Et pour lui, la Tunisie, c'est l'exemple à suivre, si on suit en tout cas sa ligne réformiste. Et l'Indochine, c'est au contraire l'exemple à ne pas suivre, c'est-à-dire un exemple où on n'a pas réformé à temps. Et du coup, l'Indochine est partie dans un processus de sécession, de séparatisme, comme on l'appelle à l'époque. Et dans ce livre, il explique que il va falloir, malheureusement, c'est un regret pour lui, se séparer de l'Indochine, parce que l'Indochine est trop pourrie, et il utilise ce type de vocabulaire, est trop pourri, et ça va pourrir l'Empire en entier. Et donc c'est là un peu le paradoxe, c'est que beaucoup d'historiens ont dit, regardez, il était pour l'indépendance de l'Indochine. Non, en fait, il était pour se séparer de l'Indochine pour préserver l'Empire français, pas pour le démanteler. Alors cette
réinvention, quelque part, du colonialisme par François Mitterrand, les Algériens, et pas forcément les plus radicaux d'ailleurs, vont lui donner un nom. 2 ans après, ils appelleront ça le néocolonialisme. Alors ça, c'est aussi une petite découverte du livre. Et je suis surpris en fait que, à ma connaissance, peut-être que je me trompe, j'ai pas tout lu, mais à ma connaissance, personne n'avait véritablement exhumé ces articles de presse du MTLD, donc le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques en Algérie, donc mouvement nationaliste algérien, qui s'inquiète en réalité de ce réformisme colonial dont, disent-ils, à juste titre, François Mitterrand est un des grands théoriciens, en tout cas une des têtes de pont. Ils sont très inquiets parce qu'ils s'aperçoivent que cette idée de diviser, qu'il a essayé de théoriser dans le cas tunisien, on va faire des réformes pour maintenir la présence française, pas pour démanteler un, et pour diviser nos adversaires nationalistes. Ils sentent bien quand François Mitterrand est nommé ministre de l'Intérieur du gouvernement Mendès France en juin 1954, chargé de l'Algérie. Ils se disent, il arrive avec plein de mots, avec le mot réforme à la bouche, et donc il va nous diviser. Comme le mouvement à l'époque est en plus très divisé, ça les inquiète énormément. En réalité, voilà des progressistes, des gens d'apparence progressiste, Pierre Mendès France, François Mitterrand, qui vont en fait réussir à nous diviser et à nous prendre de vitesse. Et donc c'est à ce moment-là, à cette période-là, que les gens du MTLD inventent en fait, utilisent ce terme de néocolonialisme. Et je trouve que c'est une petite découverte intéressante dans la mesure où on a toujours pensé que le mot néocolonialisme était né plus tard. Souvent, on l'attribue à Sartre en 1956 ou à d'autres. Et donc, en réalité, on le voit dans la presse algérienne, nationaliste algérienne, dès 1900, toute fin 1953 et l'année 50. Ça rend la paternité. Oui, c'est alors, il y en a ça. peut-être... Je le dis d'ailleurs dans le livre, ce terme a été utilisé bizarrement par les gaullistes, plus tôt, mais avec une autre définition, donc c'est un peu anecdotique. Oui, là vous trouvez, vous repérez en tout cas cette occurrence le 15 octobre 1954 dans un article de la Nation algérienne. Il apparaît déjà en décembre 1953, et ensuite, si vous regardez les travaux sur l'Algérie, vous voyez que c'est un terme qui apparaît plusieurs fois. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est véritablement au moment où Mitterrand arrive au ministère de l'Intérieur, place Beauvau, que ce terme explose et qu'il est attribué à Mitterrand. Je pense que les gens qui verront le film verront aussi, non pas simplement l'histoire d'un homme pris dans un engrenage ou qu'importe, et qui va assumer ou pas assumer tout cela et qui va devenir ensuite président de la République, mais ils verront aussi quelque part une plaidoirie contre ce qu'a été la peine de mort. La peine de mort qui a été en vigueur très longtemps en France, sur une échelle très importante, et la guerre d'Algérie a été le moment où le plus d'hommes ont été guillotinés en France. Je dis Benjamin Stora dans cette archive en parlant du livre qu'il a coécrit avec François Mali, François Mitterrand et la guerre d'Algérie, et du documentaire qui en a été adapté, où il est question de Mitterrand, de François Mitterrand, ministre de l'Intérieur et surtout garde des Sceaux en pleine guerre de libération algérienne. Vous abordez aussi cette période importante, Thomas Deltombe, dans votre livre, mais vous n'en tirez pas forcément les mêmes conclusions. Pour vous, François Mitterrand est davantage un rouage important de la machine coloniale qu'un homme pris dans l'engrenage. Oui, alors, je ne sais pas si dans l'interview que Benjamin Stora fait pour présenter son livre, dans les interviews qu'il a faites, il explique à très juste titre que, étrangement, je crois qu'il cite même le nombre de 3000 ouvrages produits sur la guerre d'Algérie, ou en tout cas un nombre énorme de livres, et qu'il n'y en a pas un seul qui parle de François Mitterrand. De Mitterrand et l'Algérie. Oui. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que le livre de Mali et Stora apporte quelque chose, notamment sur cette question de peine de mort. Ils sont très focalisés sur le rôle qu'a joué François Mitterrand, qui en miroir avec Mitterrand président qui va quand même et pendant la abolir guerre peine de d'Algérie, mort. il était tout à fait favorable à l'exécution des peines capitales. Voilà. Donc ça, Il a ils expliquent refusé toutes les ils grâces. expliquent ça très bien dans le livre, etc. Mais moi, j'ai pas la même perspective parce que, comme vous l'avez compris, j'essaie de comprendre la politique coloniale générale de Mitterrand et pas juste un de ses aspects, l'Indochine, la Tunisie, la Côte d'Ivoire. Et en fait, prendre un peu de distance par rapport à juste cette question algérienne. Et donc, en fait, quand on prend cette distance-là, on a une interprétation assez différente. C'est-à-dire, dans leur livre, ils acceptent le mythe d'un Mitterrand décolonisateur. Celui que Mitterrand a essayé de le propager. Mitterrand libéral. Voilà, le Mitterrand qui aurait été de gauche, émancipateur des peuples africains, etc. Eux, ils partent de ce présupposé-là. D'ailleurs, ils s'appuient sur les témoignages des précédents biographes, etc. Et ils disent, il a donc été pris dans un engrenage. Le pauvre.
Il est presque victime finalement d'un système. Il est victime d'un système et il est victime de ses ambitions. Ça, c'est ce que disent beaucoup ses biographes, ce qui n'est pas faux. Il est tellement ambitieux, ce bonhomme, et donc ils disent, voilà, le pauvre, il avait beaucoup d'ambition et donc il n'a pas osé démissionner. Alors ils disent quand même ils disent même un truc qui est faux factuellement. Ils disent François Mitterrand avait déjà démissionné 3 fois avant et vous comprenez, il avait un peu utilisé son quota de démission. Il ne pouvait plus démissionner. Bon, en fait, il avait démissionné qu'une fois. Mais donc c'est vrai que ça, c'est un peu paradoxal, mais plus fondamentalement, effectivement, eux partent de l'hypothèse que c'est un décolonisateur qui a été pris dans un engrenage, alors que moi, j'explique qu'il n'a jamais été un décolonisateur, qu'il a été un néocolonisateur. Et je m'appuie, comme vous l'avez dit, sur des archives d'époque qui disent ça. Donc, pour revenir sur cette idée qu'il a été précurseur, oui, il a été précurseur de quelque chose. Il a écrit quand même 2 livres sur ces questions en 5 ans. Je crois qu'il n'y a aucun homme politique de cette stature et de ce niveau de responsabilité qui a consacré autant d'énergie, de temps à réfléchir à ces questions. Précurseur, oui, mais précurseur non pas de la décolonisation, mais du néocolonialisme. Vous écoutez Aligre FM 93.1. Dans cet ouvrage, Thomas Deltombe, vous décortiquez un François Mitterrand méconnu, celui qui va se saisir des questions africaines entre 1950 et 1960, en colonialiste convaincu. On y apprend notamment que l'ancien président était obsédé par les ingérences anglophones dans les colonies françaises. Il est d'ailleurs ulcéré par l'accession à l'indépendance du Ghana de Kwame Nkrumah en 1957. Cette obsession le suivra vraiment jusqu'à la fin de sa vie, je crois, on peut le dire. On peut citer par exemple le Rwanda, dont on a commémoré cette année les 30 ans du génocide des Tutsis, qui a fait près d'1 million de victimes en 1994. François Mitterrand a soutenu le régime génocidaire Hutu contre le Front patriotique rwandais de Paul Kagame, l'actuel président, qui, selon François Mitterrand, était instrumentalisé par les anglophones. Thomas Deltombe, d'où lui venait cette vieille obsession, finalement, pour les ingérences étrangères qui, quelque part, dans sa bouche, en tout cas, on sentait que les indépendantistes étaient finalement manipulés et n'étaient pas suffisamment conscients pour prendre leur destin en main, mais étaient juste victimes d'une instrumentalisation, finalement, étrangère et particulièrement anglophone. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites là, effectivement. Première chose peut-être, c'est que François Mitterrand n'est pas le seul à être extrêmement réticent à l'égard de l'action de ce qu'il appelle les anglo-saxons sur le continent africain ou dans les colonies en général, dans l'Empire en général. C'est quelque chose qui est très ancien, qui date du 19e siècle. C'est le fameux complexe de Fashoda, hein, vous savez, cette confrontation... On peut expliquer peut-être à nos auditeurs. Confrontation des Britanniques et des Français à la toute fin du 19e siècle dans une localité qui s'appelait Fashoda, et les Britanniques ont emporté cette confrontation, et ça a été dans la société française une sorte de traumatisme, qui a été qualifié de complexe de Fashoda. Bon, c'est-à-dire cette idée d'une infériorité impériale par rapport aux Britanniques. On est dans la compétition, finalement, on est dans des la compétition, empires. Mais ça a toujours été le cas. Les empires ont toujours été en confrontation les uns avec les autres, en concurrence au moins, parfois en alliance contre d'autres, mais en tout cas, il y a ce vieux fond, chez Mitterrand comme chez beaucoup d'autres, d'une concurrence très forte, une concurrence impériale avec les Anglais, puis les Anglo-Américains. C'est très fort pendant la Deuxième Guerre mondiale, où effectivement un certain nombre de territoires français sont plus ou moins occupés par les Américains et par les Britanniques, Madagascar, débarquement des Américains en Afrique du Nord, etc. Bon, tout ça, ça a marqué très très fort cette génération, et en particulier Mitterrand, qui en fait, j'allais dire, une maladie, quoi. Il est obsédé par cette affaire-là, par cette concurrence. Il est hyper anticommuniste, donc il craint énormément la concurrence des soviétiques, mais de son point de vue, en tout cas tel qu'on peut l'analyser en lisant ses écrits, le vrai problème, c'est le manque de solidarité impériale, disons, des Britanniques et des Américains. Et d'ailleurs, le Ghana, constitué en 1957, pour lui, c'est une faiblesse qui va déteindre sur tout le reste des pays. Voilà, alors notamment il a très peur de la contagion, hein, c'est la fameuse théorie des dominos. Si un territoire colonisé d'Afrique tombe, c'est-à-dire devient indépendant, et ben ça risque de contaminer l'ensemble des territoires. Et comme le Ghana est une enclave en fait dans le système territorial impérial français, puisque c'est entre la Côte d'Ivoire et toute une série, l'AOF, ce qu'on appelle l'Afrique occidentale française, il a très peur que le libéralisme des Britanniques
dans ce qu'on appelle la Gold Coast, qui devient donc le Ghana en 1957, ne déteigne sur d'abord le Togo, qui est... Il est très inquiet du Togo. Bien sûr, parce que c'est pas une colonie au sens strict, c'est un territoire sous tutelle de l'ONU, qui est séparé avec une partie anglaise, une partie française, je passe les détails, mais il a peur en fait typiquement les dominos, quoi. Et c'est la même chose au Cameroun avec le Nigeria, etc. Et donc dans son livre dont je parlais tout à l'heure, Aux frontières de l'Union française, il est vent debout contre les Américains, les Anglais, etc. Dans son livre Présence française et abondante en 1957, c'est exactement le même topo. Moi, je considère qu'on pourrait qualifier ça de conspirationniste. C'est-à-dire qu'il a l'impression que tout ce qui se passe mal dans l'Empire, et ça rejoint le deuxième élément que vous mentionniez, qui est que... finalement, les Africains ne sont pas tellement capables de penser par eux-mêmes. S'ils agissent dans un sens ou dans un autre, c'est parce qu'ils sont manipulés. C'est d'ailleurs des choses qu'on entend encore assez souvent. Ça résonne de façon explicite ou implicite dans pas mal d'articles aujourd'hui sur la Russe-Afrique et autres. Et le sentiment anti-français. Et le sentiment anti-français, ce genre de choses qui seraient nécessairement manipulées. Vous comprenez, les Africains ne sont jamais vraiment souverains, quoi. Oui. Donc, pour revenir sur cette histoire de Ghana, il est ministre de la Justice à l'époque, donc on est en mars 1957, et il est envoyé sur place comme représentant de la France pour les cérémonies d'indépendance du Ghana. Et là, pour le coup, c'est pas un document inédit, mais c'est quand même un document très intéressant que je mentionne dans le livre, qui est l'interview qu'un journaliste anglais fait avec lui au Ghana, à Accra. Et le journaliste anglais qui écrit des articles dans Le Monde, mais aussi dans la presse anglaise, parce qu'il est britannique, est pris à partie par Mitterrand, qui lui dit c'est à cause de vous, si regardez, de toute façon, le Ghana n'est pas vraiment indépendant, c'est une indépendance théorique, et puis à cause de ça, finalement, on va avoir plein de problèmes. Il accuse les Anglais de faire une décolonisation telle que lui la pense. C'est-à-dire alors c'est ça aussi. Alors peut-être là, il faut clarifier quelque chose, c'est que lui, et c'est la preuve en fait qu'il n'est pas un vrai libéral, c'est qu'il n'est un libéral que par réaction. Il n'est un libéral que tactique, que stratégique. Il est libéral parce que c'est le seul moyen de garder la présence française. Il est libéral parce que les Anglais sont libéraux. Il le dit. Il dit, ils sont tellement libéraux, les Anglais, au Ghana, par exemple, que nous-mêmes, on est obligé de faire des réformes. Alors que s'il l'était moins, on pourrait y aller beaucoup plus doucement dans les réformes. Il y a plein de citations où il raconte ça. Il va voir Vincent Auriol et il raconte ça. Il dit, la bataille d'Afrique va se jouer au Togo. Regardez, juste à côté, les Britanniques sont en train de libéraliser le système. Donc nous, on va être obligé de le libéraliser. Terrible. Finalement, comme il est très intelligent, il comprend que finalement, ce libéralisme calculé, ce délestage calculé d'un certain nombre de prérogatives, c'est finalement ça qui va être le bon moyen de garder la présence française. Et c'est là qu'à mon avis se joue l'illusionnisme mitterrandien, c'est là que se joue, à mon avis, la mauvaise interprétation d'un certain nombre d'historiens qui considèrent toujours que ce libéralisme c'était quelque chose de positif qui allait amener à l'émancipation des Africains que d'ailleurs, par exemple Jean Lacouture explique que c'est à cette période-là qu'il devient vraiment un homme de gauche, etc. Alors qu'en fait il est de gauche mais d'une certaine gauche, c'est-à-dire il devient effectivement plus progressiste qu'il n'était quand il était à Vichy ou je ne sais où, mais il est toujours sur un schéma, en réalité, nationaliste français. Et il le dit d'ailleurs, j'ai retrouvé une interview où il dit « Je suis un nationaliste convaincu, je suis non seulement pour le maintien de la présence française, mais pour l'expansion de la présence française. » Il y a un autre texte que j'ai ressorti, pareil, que j'avais jamais lu, que j'ai retrouvé dans la presse de l'époque en 1954, où il dit « C'est par l'Afrique qu'on va retrouver notre sentiment de puissance et on va pouvoir s'étendre. Il faut envoyer la jeunesse française en Afrique pour créer ce qu'il appelle des sociétés conquérantes de créateurs, comme faisaient les Américains quand ils allaient au Texas ou en Californie. On est en 54. Comme décolonisateur, j'ai vu mieux, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un colonisateur. C'est un modernisateur de la colonisation. Oui, d'ailleurs, au Ghana, il accuse les indépendantistes d'être des salariés d'une entreprise anglaise. Ça, c'est une référence à Sylvanus Olympio, qui est le leader togolais qui travaille effectivement pour Unilever. Et donc, sans jamais citer son nom, il explique toujours que finalement... Donc manipulé, voilà. Voilà, en gros, il est influencé à minima, ce Sylvanus Olympio, qui se fera zigouiller en 1963, est en fait influencé par cette espèce de libéralisme anglo-saxon qui mène on ne sait où, qui pourrait aller très loin jusqu'à peut-être l'indépendance. Crime parmi les crimes. Donc ça, il le dit clairement, et ça aussi, c'est, à mon avis, un signe assez marquant, c'est qu'il dit jusqu'en 1958 qu'il est contre l'indépendance. Il est contre l'indépendance des colonies. Oui, très tôt, dès 51, même l'autonomie, il parle d'autonomie, c'est désuet. Enfin, il est à Madagascar, lors de son premier voyage. Non, mais parce qu'il pourrait y avoir une ambiguïté. C'est sur cette ambiguïté qu'il a joué. Il a dit, moi, j'étais pour l'émancipation des Africains.
à cause de ces histoires de réformes. Regardez, toutes ces réformes, ça permettait quand même de donner des libertés aux Africains. Donc finalement, ça aurait pu être ça, la décolonisation. Et il y a un certain nombre d'historiens très intéressants d'ailleurs qui disent ça, qui disent on pourrait imaginer une décolonisation sans indépendance. Ça, c'est une vraie question. Et d'ailleurs, le fait d'avoir une partie des nationalistes des différents pays qui sont quand même séduits par le projet, quelque part, va dans son sens. Ça se joue sur ce... par exemple, Aimé Césaire, il n'était pas pour l'indépendance des colonies des Caraïbes. Bon, il était de la Guadeloupe, la Martinique. Il était pour la départementalisation, avec cette idée que peut-être par une libéralisation totale, on arriverait à effectivement une égalité qui serait une décolonisation. Mais moi, je ne crois pas du tout que ce soit l'intention de Mitterrand. Je pense, et je crois démontrer dans le livre, que ce n'est pas du tout son intention. Son intention est de maintenir la présence française et de défendre les intérêts de la France en Afrique. Et la libéralisation n'est pas un objectif, mais un moyen. Ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Et il le dit noir sur blanc, il le répète sans cesse. Et quand on parle d'un homme qui évolue, qui aurait évolué dans sa pensée, qui serait construit, cette question d'ingérence étrangère anglophone, finalement, ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui l'a construit, c'est quelque chose qui a duré jusqu'à la fin de sa vie. Finalement, il n'a pas évolué sur ces questions-là. Oui, pardon, j'ai oublié de rebondir là-dessus. Alors, le livre ne traite pas de cette période-là, mais effectivement, c'est effectivement flagrant. C'est quelque chose qu'il va garder en lui au dernier jour de sa vie. Il l'a dit dans les années 80, dans les années 90, et effectivement... je ne suis pas un spécialiste du génocide des Tutsis au Rwanda, mais cette donnée géostratégique, c'est-à-dire l'idée que le Front patriotique rwandais de Paul Kagame était le bras armé des anglo-saxons en Afrique centrale, est centrale pour comprendre la complicité de la France, et en particulier de l'Élysée, dans le génocide des Tutsis. Donc on va passer un peu quelques années, on arrive presque à la fin de l'émission, donc on va accélérer un peu dans le temps avec l'avènement de la Ve République et l'arrivée de Charles de Gaulle au pouvoir. C'est le projet de la communauté franco-africaine qui va finalement reprendre le projet qui a été pensé en fait quelque part par François Mitterrand aux frontières de l'Union française. Vous dites que Mitterrand se sent quasiment spolié par le nouveau régime. Et c'est intéressant parce qu'on a l'impression que finalement, il y a quelque chose de la doctrine Mitterrand, de sa façon de penser la colonisation et l'expansion ou la présence en fait de la France au-delà de sa frontière métropolitaine qui perdure au fil des régimes, au fil des années. Quel est l'héritage ? Est-ce qu'il y a un héritage Mitterrand aujourd'hui dans la diplomatie française ? Où est-ce qu'on le voit ? Alors, est-ce que je peux juste faire une parenthèse sur la continuité ? En fait, la question de la continuité est très importante. Et je rebondis sur vos deux questions. C'est-à-dire qu'effectivement, François Mitterrand, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui réfléchit très vite, qui réfléchit bien, entre guillemets. C'est-à-dire qui comprend assez vite les enjeux. C'est quelqu'un qui percute, pour dire les choses. C'est quelqu'un qui comprend donc qu'il faut moderniser pour garder. C'est tout le paradoxe du truc. Et il s'inscrit là dans une longue continuité coloniale. C'est-à-dire il y a énormément de théoriciens coloniaux qui ont expliqué ça avant lui. Simplement, lui, il l'adapte à son époque. Et c'est là, à mon avis, que justement, on ne peut pas dire qu'il était décolonisateur parce qu'en fait, il ne fait que ce que ont fait avant lui des colonisateurs du type Lyautey ou d'autres. Il s'inscrit dans une tradition. C'est des références pour lui, Lyautey. Oui, Lyautey, qui cite explicitement, il fait des articles énormes là-dessus. Plus tard, il dirait que c'était horrible, que les gens qui pensaient ça, c'était horrible, mais c'était lui-même en fait. Mais passons. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que en réalité, il y a une continuité entre Mitterrand et De Gaulle pour incarner et pour personnaliser. Mitterrand poursuit la logique réformiste qui avait été engagée par les gaullistes, par De Gaulle en 1944 avec la conférence de Brazzaville. Et pendant toute la 4e République, il s'inscrit explicitement dans cette tradition réformiste. Il parle de Lyautey, il parle de Brazzaville, Sauf que cette continuité, elle va se poursuivre sans lui au moment où la 4e République tombe. Et donc c'est très embêtant parce qu'en fait, il a fait partie d'une longue chaîne idéologique et politique. Puis tout d'un coup, on dit on va continuer, mais sans toi en fait. Ouais. Puis en reprenant le même projet. Non seulement on va continuer sans toi, puis en plus on va se rapprocher de tes amis comme Félix Houphouët-Boigny, etc., qui devient ministre de De Gaulle, etc., et ministre de Debré et tous les autres. Et donc évidemment, il en veut énormément au régime gaulliste qui reprend en fait son principal projet, parce que cette histoire de communauté franco-africaine, c'est pas quelque chose qui vient de la Ve République, c'est quelque chose qu'un certain nombre de responsables politiques de la 4e commençaient à imaginer, avec cette idée de réforme, et ça permettrait aussi d'inclure l'Algérie, peut-être même de récupérer la Tunisie. Et François Mitterrand dépose à l'Assemblée nationale en février 1958 un projet de
communauté franco-africaine. Et dans lequel il dit ça va nous permettre de garder la présence française dans toutes les colonies, ça va nous permettre aussi d'attirer dans ce nouveau projet les Algériens qui en ce moment sont dans une sorte d'indécision, et pourquoi pas rappeler les Tunisiens et les Marocains qui ont accédé à l'indépendance en 1956, et même, dit-il, peut-être pourquoi pas les Vietnamiens et autres, qui pourraient tous s'inclure dans cette espèce de Commonwealth à la française. Oui. Puis là, alors très bien, tout ça, sauf que, en fait, c'est le projet que les gaullistes, De Gaulle en tête, vont mettre en œuvre à partir de 1958. Donc on voit cette continuité. Ça a été souligné dès les années 80 par Jean-François Bayard, par exemple. Jean-François Bayard a bien expliqué cette continuité. Il le fait sur 3 lignes, je le documente beaucoup plus, mais il explique cette continuité qui n'est pas inintéressante. Cette continuité qui va effectivement jusqu'à aujourd'hui, puisque la Ve République a perpétué ce système néocolonial france-africain, disons, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça, c'était un peu le thème, un des thèmes centraux du livre L'Empire qui ne veut pas mourir, qui essaie de raconter cette longue continuité depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, cette espèce de non-rupture, malgré toutes les annonces électorales faites par les différents candidats à la présidentielle qui ne cessent de dire on va rompre avec la France-Afrique, etc., ou dire on a rompu avec la France-Afrique, mais bon, finalement, ça continue quand même, etc. C'est ce projet-là, en fait. Fondamentalement, c'est ce projet de réforme coloniale qui a permis de prolonger la geste impériale. Oui, il a bien gardé sur ces 2 septennats. Enfin, voilà, exactement. Lui, il dessus. était tout à fait... D'ailleurs, il travaillait avec ces leaders africains qui étaient issus pour beaucoup, y compris dans les années 80, des gens comme Félix Houphouët-Boigny et beaucoup d'autres, étaient en fait des gens qui étaient déjà à côté de lui au Palais Bourbon dans les années 50. Omar Bongo. Donc, voilà. Alors Omar Bongo est arrivé après, mais en tout cas c'est vraiment cette filiation-là, et c'est ça qui est intéressant, c'est de retisser cette généalogie pour comprendre que nous n'avons pas rompu, fondamentalement. La société française n'a pas rompu avec le système impérial et n'a pas rompu avec le système colonial. Et c'est ça qui est ni dans son rapport aux pays du Sud, et en particulier à l'Afrique, ni dans son rapport aux gens qui sont issus ou originaires de ces régions à l'intérieur de l'Hexagone. Ce que je trouve intéressant, moi, là-dedans, c'est d'expliquer, de démystifier à travers le personnage de Mitterrand cette notion de décolonisation. Il y a vraiment une illusion d'optique. Dans les manuels scolaires, on nous dit décolonisation. Décolonisation, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de colonisation. On a démembré l'Empire, c'est fini, quoi. Donc la colonisation, n'en parlons plus, c'est fini, c'est du passé, ça n'intéresse plus personne. Ce livre, comme beaucoup d'autres, essaie d'expliquer que non, ça c'est un mythe, ce n'est pas vrai, que des gens ont pensé ça, l'ont théorisé, ont poussé cette continuité. Donc Mitterrand, donc De Gaulle, et donc beaucoup d'autres. Sous d'autres formes. Sous d'autres formes, mais avec le même fond. C'est toujours ça. Et donc ce sentiment impérialiste français, ce sentiment colonial, ce racisme colonial, ce qu'on appelle le racisme structurel, il n'est pas tombé du ciel. Il a une histoire et il a eu des théoriciens et des praticiens. Mitterrand en fait partie. Donc François Mitterrand. Et d'ailleurs, vous rappelez dans votre interview, votre entretien sur Afrique 21, que c'est justement en faisant vos recherches sur la France-Afrique que vous avez fini par vous intéresser au François Mitterrand de la 4e République. Merci à C'est déjà la fin ? Oui. Merci à toutes les auditrices et tous les auditeurs de nous avoir écoutés pour ce premier numéro d'Horizon 21. Nous étions ravis, Michael Poron et moi-même, de vous présenter cette émission, proposée, je le rappelle, un mardi sur 2 par Afrique 21 et Orion 21 sur Aligre FM, 93.1 FM à Paris et en Ile-de-France et partout ailleurs en France sur le DAB. Vous écoutez Aligre FM 93.1.